Vous l'avez probablement vu dans Ennemi public ou encore Baraki. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir la comédienne Anaëlle Snook. À ses côtés, l'incontournable Thibaut Roland. Bienvenue dans Divan. Anaëlle Snook, c'est une carrière internationale. La comédienne partage son temps entre la France, l'Espagne et la Belgique. Mais ici, on la connaît surtout pour sa prestation hors norme dans Les Garçons Sauvages. Une prestation qui lui a d'ailleurs valu une nomination au Magritte du cinéma. Côté série, on la retrouve dans la série culte Baraki, diffusée sur Pix Plus et Netflix. Les Français ont Hanouna, nous, Thibaut Roland. Et entre nous, on gagne au change. De RTL à la RTBF, Thibaut est l'un de nos présentateurs télé phares. Mais alors à quoi ressemble l'intervieweur lorsque c'est lui qui est interviewé? Réponse tout de suite. Salut Thibaut, salut Anaëlle, ça me fait plaisir de vous recevoir dans Divan. Je sais que vous attendez qu'on s'installe, mais on va commencer par aller sur la table. Thibaut, je te propose de te mettre à droite et Anaëlle, je te propose de te mettre à gauche. Bon, le concept de l'émission, j'aime bien provoquer des rencontres. D'où ma première question, est-ce que vous vous connaissez tous les deux? Par écran interposé. Moi, j'ai déjà vu Anaëlle dans Baraki, mais en vrai, non, c'est la première fois. Moi, mes parents le connaissent. Ils sont fans de Thibaut? Oui, on Dès le début, ça démarre n'est pas mal. des Quand on te pigeons, dit, ça sort à toutes les 3 phrases. À chaque fois que j'ai un problème, je dois appeler, on n'est pas des pigeons. J'ai de la chance parce que d'habitude, c'est mes grands-parents connaissent. Là, on est déjà sur les parents. T'en souffres de ça ou pas? Non, c'est devenu un running gag. C'est vrai que on a un public qui est plutôt assez âgé. Mes parents ne sont pas si vieux. Ah, pardon. Mais ça me rassure. Mais oui, mes parents sont bien de leur personne. Bon, j'aime bien commencer cette émission en vous proposant des affirmations sur votre voisin ou votre voisine et vous me dites si c'est vrai ou faux. Ok. On commence avec une affirmation sur Thibaut. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Depuis le début, son vrai prénom c'est Roland et son nom c'est Thibaut. Faux. C'est faux, mais tout le monde a inversé depuis que je suis petit. Hein. À l'école, c'était Roland. Et finalement, moi-même, j'ai fini par douter de ce qu'était mon prénom et mon nom de famille, tu vois. Donc, j'en suis au stade où je suis plus sûr de rien. Et il y a un truc qui est dingue, c'est que ton homonyme inversé a une page Wikipédia et apparemment c'est un rameur célèbre. Ah, c'est un rameur célèbre? Ouais. J'ai halluciné en voyant ça. Sur le nom, j'ai ramé, moi, depuis le début, depuis tout petit. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude à l'école de s'appeler par nos noms de famille, au final. Et donc c'est resté, et aujourd'hui, quand quelqu'un se trompe, mais ça me choque absolument pas, limite c'est presque devenu normal de me faire appeler Roland plutôt que Thibaut. Les deux vont très bien. Autre affirmation, cette fois au sujet d'Anaëlle, son chien a fait la rencontre du réalisateur de Cro-Blanc. Ah mais ça j'y crois, elle connaît tout le Gotha, donc son chien doit connaître le Gotha aussi. Je suis certain que c'est vrai. C'est quasi vrai. C'est un peu faux. T'as un peu arrangé l'histoire. C'est quoi l'histoire? Le réalisateur de Cro-Blanc a vu mon chien en photo. Mais mon chien n'était pas avec moi. Ok, mais alors, dans quelle occasion On s'est croisés pour un jury de festival. Et moi, j'étais dans le jury et on a passé plein de jours ensemble parce qu'il ne parle pas bien français, donc je lui traduisais ce qui se passait. Donc voilà, et on s'est montré des photos de nos chiens respectifs. Le sien était à Los Angeles et le mien à Bruxelles. Donc toi, à un moment donné, t'as cru qu'il te contactait pour son prochain film, et en fait, c'est pour ton chien, quoi. Non, ça, j'ai pas cru. Non, il fait plus de films, donc voilà. Allez, encore une affirmation au sujet d'Anaëlle. Petite, elle faisait le spectacle pour des voisins un petit peu dépressifs. Mais connaissant Anaëlle depuis quelques minutes, elle peut remonter le moral de n'importe qui, j'ai l'impression. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des traces dans l'enfance et que ça ait démarré là. Ouais. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alors comment ça se passait? D'où c'est venu cette envie d'aller voir les voisins et leur faire le spectacle? Ah non, c'était pas une envie personnelle. C'est ma marraine est quelqu'un de très empathique, qui s'occupe beaucoup de ses voisins et des gens autour d'elle. Et quand j'étais petite, j'étais un peu une boîte à conneries. Tu nous ferais partager un peu ce spectacle de l'époque, de la boîte à conneries? Ah non, je me rappelle pas du tout. Non, je crois que je refaisais, comme une gamine de 5 ans, hein, des morceaux de sketch de François Pirette et d'Élie Kakou à l'époque. Feu Élie Kakou. Putain, tu me ramènes à une époque que j'aimais bien. Pour finir, dernière affirmation, elle est sur Thibaut. Il a brisé la lignée des Roland en ne devenant pas juriste. Bah,
Tu ne dirais pas ça si c'était faux, donc vrai. Si ça se trouve, j'ai inventé cette histoire. Bon, non. La lignée des jurys, j'ai l'impression là d'avoir mis la fin à une tradition. Non mais c'est vrai que dans la famille, ils avaient tous fait le droit, mais genre pas juste les études de droit. C'est le droit où tu joues les prolongations, tu fais le doctorat de 5 années supplémentaires, et c'était depuis l'arrière-grand-père jusqu'à la maman. Et depuis tout petit, je m'étais dit, j'allais m'inscrire dans la lignée, tu vois, le prince héritier d'une certaine façon. Et puis j'ai décidé de faire l'ado rebelle à un moment donné, de dire non, tu sais quoi, j'aime la littérature, j'aime les livres, je vais faire les romans. Ça a provoqué un drame familial dont je subis encore les séquelles aujourd'hui. Et en fait, après coup, je me rends compte qu'ils avaient raison, que j'aurais bien voulu faire le droit. Et je l'ai fait, tu vois, juste par crise d'adolescence à l'époque. Tu veux emprunter le chemin qu'on n'a pas tracé pour toi et faire juste preuve de rébellion, mais a posteriori, j'aurais bien fait des études de droit. Ouais, mais au final, on n'est pas des pigeons. Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a un petit côté. Vous aidez les gens à savoir quels sont leurs droits face à des entrepreneurs ou enfin dans des... Non. Oui, et on a une vraie juriste dans l'équipe, Annie. Donc il y a un petit peu de ça. Peut-être qu'on a raccroché les wagons, mais je me dis quand même, qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune. En parlant d'enfance, c'est quoi votre premier souvenir d'enfant à tous les deux? C'est dur ça, hein? Le premier souvenir... C'est le moment où tu peux t'allonger sur le divan. Moi, je ne sais pas si c'est le premier, mais le premier vraiment très marquant, c'est un souvenir trash. J'avais une tortue, une grosse tortue, une tortue, en fait pas une tortue d'Hermann, une tortue de Grèce, on les confond, enfin bref. J'en avais une dans mon jardin, je devais avoir 3-4 ans. Et un jour, pendant qu'on n'était pas à la maison avec mes parents, il y a des enfants du voisinage qui sont rentrés dans le jardin, qui l'ont prise, qui lui ont coupé les pattes, qui l'ont jetée dans une rivière et qui l'ont laissée mourir. Oh, ouais, c'est mon premier... j'ai l'impression que c'est ma première prise de conscience de... Bienvenue dans le monde. Oui, vraiment, welcome. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Ah, j'avoue, c'est... Et quoi, t'es allé les voir, ces gamins Non, c'est ma mère qui s'en est rendue compte. Et ma mère a mis une annonce dans le journal pour essayer de retrouver Caroline, la tortue, qu'on n'a pas retrouvée. Et puis, via cette annonce, une autre dame a proposé une tortue qu'elle avait dans son jardin et qui lui bouffait toutes ses salades. Et ma mère a espéré remplacer Caroline sans que je m'en rende compte. Mais ouais. Je l'ai capté tout de suite. Et ça, c'est un de mes premiers souvenirs, de voir la tortue qui avance vers moi et de dire, du haut de mes, je sais pas, 4 ans, c'est pas Caroline. Je sais pas à quoi j'ai vu que c'était pas Caroline. Quelle histoire. Oui. Pour toi, Thibaut? Alors, c'est beaucoup plus léger. La première chose qui me revient en tête, c'est à la maternelle, quand on était tous amoureux de la prof remplaçante et qu'on savait qu'elle allait partir. Désolé, je sais pas pourquoi ça débarque maintenant dans la conversation. Et ça n'a rien à voir avec la tortue. C'était Madame Élise, elle était là pour quelques mois en remplacement, on était en maternelle, on était tous tombés amoureux de cette prof et on savait qu'elle allait partir, qu'elle allait changer de pays parce qu'en plus elle était, je crois, d'origine québécoise ou canadienne, donc elle était là pour quelques mois et on vivait ça comme un drame, tu vois. La première, en fait, je crois qu'on a tous pris conscience à ce moment-là de la notion du temps. Parce que quand t'es enfant, le temps, c'est quelque chose de très aléatoire, tu sais pas combien de temps t'es là avec tes copains, enfin t'as l'impression qu'il y a l'éternité devant toi. Et là, pour la première fois, il y a quelque chose qui nous rappelait qu'un compte à rebours était lancé et que Madame Élise allait partir dans quelques jours, quelques semaines, grand maximum, et que Madame Anne allait revenir. Et Madame Anne, c'était pas le même délire. Pourquoi c'était pas le même délire, Madame Anne? C'était pas la même génération, c'était pas... Tu vois, je sais pas t'expliquer. C'est mignon comme souvenir d'enfance, ça aussi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui... je sais qu'à un moment donné, pour toi, Anaëlle, il y a eu une envie de théâtre très jeune, on peut dire ça ou pas? Je me rappelle pas, je sais que bizarrement, peut-être ma mère va être fâchée que je raconte ça, parce que peut-être elle le perçoit pas pareil, mais j'ai l'impression que j'ai voulu faire d'autres trucs et que, paradoxalement, mes parents m'ont découragée de faire tous les autres trucs à part comédien, ce qui est complètement... C'est dingue. Mais mon premier souvenir, c'est que je voulais faire vétérinaire et on m'a dit, c'est 7 ans d'études, Anaëlle. Mais alors du coup, au départ, comment ça se passe le théâtre si t'y vas à reculons comme ça? Ça, c'est une question difficile. Et tu poses des questions difficiles. Ah, désolé les amis, mais moi je veux aller au fond des choses. Je crois que j'avais un petit truc un peu... Oh, c'est vraiment hyper prétentieux de dire ça. Un peu altruiste comme ça. Je voyais bien que ça faisait plaisir. Tu vois? Je suppose que je me sentais utile en fait en faisant ça, en allant faire le guignol pour les gens, des gens vieux qui savaient plus se déplacer, qui avaient des ulcères aux jambes et tout ça, et que manifestement ça avait l'air de
faire leur journée, comme on dit en anglais. Le théâtre, c'est un truc qui te parle, toi, plus jeune ou pas? Oui, parce que j'en ai fait à l'école. Alors, on avait une chance incroyable. J'étais dans une école qui avait un théâtre, un des plus beaux théâtres de Bruxelles, 1500 places. Et donc, le théâtre Saint-Michel. Ah, oui. Et donc, on jouait dans cette salle gigantesque qui était remplie. Et on se retrouvait sur les planches où, 2 jours plus tôt, des grands acteurs parisiens étaient venus. Et j'avoue que j'étais au milieu d'une génération où des gens ont fait carrière comme Anaël. Il y en a un qui est parti à la Comédie Française, d'autres. Mais très vite, j'ai eu la sensation que j'étais pas assez doué pour ça. Donc, il y avait le plaisir de côtoyer des gens qui avaient un talent incroyable, de se dire... On n'est jamais que dans une école à faire du parascolaire et on a la chance de bénéficier d'infrastructures professionnelles et en même temps la conscience de dire ok, je rêve 2 secondes mais après on sait très bien que la parenthèse va se refermer et que ce truc-là c'est pas pour moi parce que j'ai pas le talent pour ça. Mais j'en ai bien profité. Il y a un artiste sur ces planches-là qui t'a marqué plus qu'un autre? Qui était à nos côtés, là, qui jouait Benjamin Jungert, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un jeune Belge qui a été remarqué au théâtre, qui est parti au conservatoire à Paris, qui est rentré comme sociétaire à la Comédie Française. Je crois qu'il l'a quitté depuis, mais donc on a eu 2-3 Belges à la Comédie Française et lui en faisait partie. Et le fait de se dire, ah, j'ai joué sur les planches avec ce gars-là. Il y avait aussi le frère de la reine Mathilde, mais ça c'est une autre histoire, il n'a pas fait la même carrière. Comment ça? Il était à l'école en même temps que nous, et donc il était sur scène aussi en même temps que nous, et la reine était venue nous voir en compagnie du roi Philippe, donc on avait des spectateurs privilégiés. Gros stress ou pas quand ils sont tout là? à fait, je crois qu'ils n'étaient pas encore souverains, donc il était que prince et elle princesse. Ben ouais, ça faisait quelque chose quand même. Hein. Est-ce que, de façon rétrospective, t'as l'impression que le théâtre, ça t'a permis de m'attendre parler devant une caméra et d'avoir cette assurance, cette confiance? J'ai le souvenir d'un énorme stress quand même sur les planches, vraiment, parce que là, t'as le public devant toi, enfin, tu sais ce que c'est. T'as les gens les yeux dans les yeux. La télé, il y a un truc très abstrait. T'es devant une caméra, mais t'oublies le fait qu'à un moment donné, il y a autant de personnes qui regardent l'émission. Donc, le stress n'était pas le même. Le théâtre était... Enfin, tu rentres sur scène. Moi, je me souviens de rentrer sur scène. On avait 15, 16, 17 ans, la boule au ventre, quoi. Hein. Rien qu'en reparlant, j'ai l'impression que les bouffées remontent et que la transpiration dégouline. En train de me dire, je réveille un petit peu des Je sais pas si toi, après des années de métier, t'as toujours ça. Moi, je trouve ça plus stressant ce que toi, tu fais. Ah ouais? Moi, là, tous les deux, je vous trouve vachement impressionnant parce que d'improviser impeccablement, tu vois, tout un... Mais c'est très abstrait parce qu'on n'a pas les gens en face de nous, là. Oui, on n'a pas les gens qui nous regardent. Toi, quand tu es sur scène... Toi, c'est le fait d'avoir les gens... Oui, et encore pire dans une salle de théâtre où tu as ce jeu de clair-obscur. Toi, tu es dans la lumière et tu soupçonnes simplement les regards dans l'ombre et tu te dis, tous ces gens-là sont en train de me juger, de me dévisager. Et ça va peut-être te poursuivre pendant toute ta scolarité derrière parce que les gars qui sont dans la salle, tu vas les retrouver sur le banc de l'école le lendemain. Hein, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le pire public. Ça, c'est le pire public. En fin de classe, et les parents d'élèves, tu vois, chez qui tu vas aller partager le goûter d'anniversaire le lendemain ou le surlendemain et qui vont dire t'inquiète, c'était pas si mauvais que ça. D'ailleurs, toi, est-ce que tu avais les mêmes sentiments que Thibaut quand tu étais sur scène? Non, moi j'ai jamais été stressée. Pas la peur du jugement? Tu vois, à un moment donné, de se dire... Mais non, mais parce que quand tu joues au théâtre, bah, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est un personnage. C'est un personnage, et alors ça, c'est vraiment hyper lâche, mais toi, c'est pas ton problème, quoi. C'est le problème du metteur en scène qui t'a demandé de faire ça, et toi... Ah, moi, je crois justement que le metteur en scène... Ah bah, toi, tu fais ce qu'on te demande. Après, tu proposes au metteur en scène et tu prends des risques, et ta responsabilité, c'est de lui proposer un maximum de trucs. Mais au final, le résultat qui arrive devant les spectateurs, c'est le metteur en scène qui en prend la responsabilité. Moi, j'ai toujours eu l'impression que le metteur en scène, c'est le mec qui s'en sortait bien, tu vois. C'est qui dit... Quand t'as fait une mauvaise prestation, t'as beau dire que c'est parce qu'on t'a demandé de jouer comme ça, le gars, il va dire... il sera jamais, lui, face au spectateur. Il n'a jamais à affronter le jugement du spectateur. Si, sur la scénographie générale ou sur la mise en scène, mais grosso modo, un spectateur qui sort d'une salle, ce qui retient, c'est les prestations d'acteur. Il a été bon, il a été moyen, j'ai aimé, j'ai pas aimé. À aucun moment... on va pointer le metteur en scène qui a peut-être pas bien dirigé l'acteur dans tel ou tel sens. C'est un peu comme un joueur de foot qui a fait une mauvaise prestation, tu vois. Il a beau dire, oui, mais c'est parce que le coach m'a demandé de défendre 80 minutes et de pas attaquer. On retiendra qu'en fait, t'as rien amené comme danger devant le goal et qu'on t'a pas vu. T'es un peu foot ou pas, Anaël?
Ouf, non. Ok, bon, on va pas pouvoir le devenir. Si tu pourrais... Tu sortiras de cette émission, tu seras en changé. étant très très foot et en disant qu'Arsenal est le meilleur club du monde. Arsenal. Après le Real. Non. Non. Arsenal est le meilleur club du monde, c'est avec cette info que tu ressors de cette émission, ça va? Moi, Arsenal, mais Arsenal, j'ai vu le stade d'Arsenal. C'est vrai? Ouais. À quelle occasion? Parce que quand j'étais petite, ma mère est prof d'anglais, donc un peu fan de l'anglais. Voilà, de tout ce qui est anglais, c'est bien. Et elle était fan d'Arsenal, et donc on est allé voir le club Arsenal, et j'ai Je vais vous laisser. j'ai un survêt Arsenal des années 90. Ça doit être hyper. Ça doit être... Ouais, effectivement, je pense que c'est hyper rare et tu peux le revendre pour pas mal de sous. Je sais pas où il est. Il va te demander le nom du joueur qui avait à l'arrière, tu Ouais, t'en c'est souviens? Dennis Bergkamp? Non, moyen. non, c'était Ian Emmanuel Wright. Petit à l'époque. Ah, ok, pas mal, joli. Ouais. Est-ce que le fait que ta maman est prof d'anglais, ça t'a permis d'avoir une certaine ouverture sur le monde Ah bah oui, hein, bien sûr. Moi, mes deux parents sont à la base profs d'anglais néerlandais. Mon père, quand il était petit, parlait en flamand. Mes grands-parents paternels parlaient flamand. Oui, bien sûr, oui. Oui, et puis voyager beaucoup, quoi. L'anglais, c'est ton truc ou pas, Thibaut? À fond. Tu veux qu'on y aille en anglais, là, maintenant? Vas-y, on peut switcher en anglais. What's your name? Ok. Non, l'anglais catastrophique. C'est vrai? Le néerlandais, j'adore. L'anglais, c'est... Et en fait, j'ai fait latin-grec à l'époque pour éviter de faire de l'anglais. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais senti l'anglais, donc je faisais les langues mortes. Et à un moment donné, arrive dans ta scolarité le moment où tu es quand même obligé de prendre 1 heure d'anglais par semaine. C'est rien, 1 heure d'anglais par semaine. Mais je me suis vautré sur cette petite heure d'anglais et elle m'a poursuivi toute ma vie. Ah ouais. En revanche, il y a un truc où tu t'es pas vautré. Il paraît que tu as fait un oral de philo incroyable et que déjà, ça démontrait tes talents d'orateur. Et en fait, je pense que cet oral, il n'était pas très bon. Sur le fond, c'est juste que je suis tombé dans ces moments rares où subitement, tu bascules dans une partie intime avec un prof. Et j'avais perdu ma maman il n'y a pas tellement longtemps avant. Et je crois que je me mets à pleurer devant ce prof. Et on commence à aborder les questions philo, mais au travers de la vie. Enfin, c'est le souvenir que j'en garde. Et en fait, je ressors de là en étant persuadé de m'être à moitié planté, de l'avoir touché, mais de m'être à moitié planté. Et c'est vrai qu'il m'a mis une note de dingue en sortant de cet oral de philo. Mais je pense que sur le contenu pur, C'était pas... c'était pas terrible. C'est juste qu'on a vécu une sorte de parenthèse un peu folle. C'est vraiment le souvenir que j'en garde. Ce moment un peu suspendu, et t'en as pas beaucoup dans ta vie comme ça. Ça, c'est une chance. Est-ce Ouais. que déjà, tu préparais tes effets d'annonce à ce moment-là Bah, là, sur ce coup-là, non. Mais c'est vrai qu'aux examens, de façon générale, j'aimais bien préparer la petite phrase ou le petit truc en plus. Je me souviens de cours en me disant OK, on a la matière, on l'a étudiée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer au prof qu'on a été un petit peu plus loin? Et c'était de la supercherie, parce que grosso modo, en fait, la matière, tu l'as étudiée à 50%, mais tu vas chercher le petit truc en plus, faisant croire que tu as été plus loin. Voilà. Et de temps en temps, on arrivait à enrouler certains dans la farine. De temps en temps, avec d'autres, ça passait pas parce qu'ils revenaient quand même au contenu. Oui, mais à propos, vous avez sauté cette question-là. Et là, t'étais un petit peu coincé. Ouais, je vois. Bon, on va aller tout doucement aller vers vos carrières. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier cachet dans vos domaines respectifs? Donc dans la télé ou le journalisme et dans la comédie / théâtre. Je me souviens pas de mon Non. premier, je me souviens de mon troisième. Je me Ah, pourquoi le souviens troisième? d'avoir- parce que je me souviens du moment où j'ai discuté avec le directeur du théâtre. Enfin, j'ai pas discuté, le directeur du théâtre m'a dit tu seras payé autant. Et j'ai dit d'accord. Et les deux premiers, je me rappelle pas d'une discussion. T'as ou pas de été quoi que payé ce pour les soit. deux premiers? Si, j'ai dû être payé, mais je me rappelle pas. Sinon, sospigeon@rtbf.be, on peut récupérer les cachets. Ma mère et mon père me le répètent régulièrement. Pour toi, Thibaut? Le premier cachet? Ouais. Moi, j'ai démarré en presse écrite et je me souviens au moment où tu démarres professionnellement d'être allé voir celle qui s'occupait de la comptabilité qui m'a dit « Surtout, fais autre chose. Casse-toi d'ici ou alors viens juste pour faire un article de temps en temps, mais tu vas pas en vivre. » Et en fait, à ce moment-là, tu te dis « Ah merde, je voulais quand même en faire mon métier, moi. » Et tu rentres chez toi un peu désemparé. Et c'est vrai qu'en fait, au début, comme on te fait comprendre que tu dois déjà tellement être heureux d'être là et de pouvoir être payé, tu réfléchis même pas au cachet, tu dis ok, je prends, ça se discute même pas. Puis petit à petit, en grandissant, tu te dis quand même Ouais, c'est un peu abusé quand même ce cachet-là. ouais, il faudrait que j'arrive à payer mon loyer à la fin du mois et là je vais pas m'en sortir. Mais au début, en tout cas, c'était la crise de la presse écrite, on était en plein dedans, hein, on sortait des années noires, on est toujours encore dans les années noires. Et à ce moment-là, tu te dis est-ce que j'ai fait le bon choix de vie?
Ça, c'est le souvenir que je garde de tout ça. Et qu'est-ce qui t'a fait rester, du coup, quand t'es en pleine crise comme ça? Je savais pas quoi faire d'autre, en fait. En rentrant chez moi, je me suis dit, c'est ça ou rien, on verra bien. Et puis, t'es encore jeune à ce moment-là. Tu sors des études, tu te dis, je me donne un petit peu de temps. Je vivais encore chez mon papa, il n'y avait pas de loyer à payer à ce moment-là. Je pouvais un peu profiter de la vie gentiment. T'es encore dans les années post-étudiants où t'as pas toutes les contraintes du quotidien. Donc ça faisait un peu argent de poche au début. Comment tu profitais de la vie? Parce que, pareil, j'ai pu le dire que t'étais pas un gros fêtard. Donc pour toi, profiter de la vie, ça ressemblait à quoi? C'est une soirée tranquille à la maison, Ouais. avec mon chat et ma compagne. C'est ça, profiter de la vie. Mais ça remonte à l'enfance. Je me souviens, ado, tous mes copains, au début, ils t'invitent aux fêtes, le week-end, etc. Ne venant jamais, ils avaient arrêté de m'inviter. Et c'est évidemment au moment où ils arrêtent de t'inviter que tu te réveilles en disant « Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas invité ?» Il y a un truc complètement paradoxal. Donc je suis au stade où je pense qu'on m'invite plus beaucoup parce qu'on sait que je viens pas. Moi, je propose qu'on continue de parler de votre carrière, mais dans le salon. Venez, on va aller s'installer dans mon bon vieux canapé. Le canapé, qui est ton lieu de villégiature le week-end. Mais je vais le tester. S'il est bon, je l'embarque. Vas-y, teste C'est ça. là que toute ma vie se joue. Pour l'instant, personne ne s'est plaint. T'as pas le petit bouton électrique là, tu vois, pour... Surtout, il n'y a pas le petit chat. Ah, le petit chat, non. Parce que j'ai vu tes stories sur Insta. C'est le dieu. Hein. Les moments canapé, c'est qu'avec le petit chat. C'est le dieu, le monde tourne autour de lui. Je sais pas si toi t'as un chat ou un chien. Deux chats et un chien. Ils deviennent subitement le centre du monde. C'est-à-dire que les repas, les nuits sont faites autour de lui. T'as peur de le déranger, en fait. C'est incroyable comme il devient le maître et possesseur des lieux, quoi. Je sais que t'es très fan de foot. Est-ce que tu lui as donné un nom en hommage à un joueur ou pas? Non, parce que c'est des chats qui viennent de refuge. Le premier, c'était le cas, celui-ci aussi. Donc on reprend le nom qu'on lui a confié au refuge. Ok. Parce que moi, je suis allé très loin. Mon chien, il s'appelle Arsène. Ah ouais, en hommage à Arsène Wenger. Ah ouais, t'es très Donc, loin. tu vois, à chaque fois que je le présente dans quelqu'un, c'est Arsène Lupin. Non, il faut faire à chaque fois toute l'histoire. En parlant de foot, justement, et de carrière, il paraît que tu as été, à un moment donné, agent de footballeur. C'est vrai, ça, ou pas? Agent, il faut le dire vite, tu vois. J'étais le gars qui allait chercher les chaussures pour les joueurs ou qui les dépannait, les déposait à gauche, à droite. En fait, après avoir démarré en presse écrite et presse sportive, je tournais un peu en rond en me disant « Ouais, mais si je fais ça pendant 30 ans, je vais vite m'ennuyer. » Et forcément, tu fais connaissance avec plein de gens dans le milieu. Et certains me disent bah, « Pourquoi tu viendrais pas travailler avec nous ?» Et ça me tentait bien de voir en fait l'envers du décor. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on était aussi à un moment où les relations entre la presse et les clubs et les joueurs se distendaient. Donc tu avais accès à de moins en moins de choses. C'est plus l'époque où tu pouvais rentrer dans le vestiaire et les voir à moitié nus comme c'était le cas il y a quelques années. Et faire les interviews d'après-match. Tu arrivais en conférence de presse, tout était très scripté, très étudié. C'était un peu l'époque de la communication marketée. On en sort d'ailleurs un tout petit peu, heureusement. Et donc, voir l'envers du décor, ça m'intéressait. Et j'ai basculé effectivement dans ce monde-là en travaillant pour une agence de joueurs de foot. Mais soyons très honnêtes, c'est pas moi qui faisais les gros trucs, quoi. Hein. Comme je te dis, je les dépannais, je jouais le taxi, j'allais chercher la paire de chaussures, je les accompagnais à l'entraînement ou quelques trucs comme ça. Alors, il y a eu quoi comme clichés qui ont été brisés en faisant ça? Pas tant que ça, hein. Il y a quelques clichés qui ont la vie dure quand même. Par contre, ça m'a permis de me rendre compte de l'ascenseur social que pouvait représenter le football. C'est-à-dire qu'on se dit toujours pourquoi est-ce qu'ils sont obsédés par l'argent, pourquoi est-ce qu'ils ne pensent qu'au gros contrat, la grosse voiture. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'origine d'une grande partie des joueurs, c'est vraiment des origines précaires. Je me suis retrouvé dans des immeubles où l'ascenseur était cassé, où tu montais au 15e étage pour voir une famille, où tu as le jeune prodige qui vit au milieu de 6-7 personnes dans des appartements où il n'y a pas le chauffage, où il n'y a plus l'eau chaude. Et tu te dis, mais en fait, je comprends pourquoi l'argent devient essentiel. Parce qu'au départ, c'est une question de survie. Alors certes, après, l'idée de pouvoir devenir millionnaire paraît complètement folle pour ces gens-là, mais c'est parce qu'au départ, il y a ce scénario-là que l'argent est aussi important. Il y a cette quête, effectivement, de s'en sortir. Est-ce que ce jeune prodige, tu l'as vu vraiment éclore ou... Oui, il y en a quelques-uns. Alors, est-ce que dans ceux que j'ai accompagnés au début ou que j'ai croisés au début, il y en a qui ont fait des très grandes carrières? Pas dont je me suis occupé directement, mais des gens qu'on croisait tout petits et qui sont devenus des très grands, ouais. Comme qui, par exemple?
ça te dira peut-être rien pour l'instant, mais quelqu'un comme Ryan Bounida, c'était un tout jeune garçon de 8 ans qui aujourd'hui est l'un des plus gros talents belges et qui évolue à l'Ajax, si je dis pas de bêtises. Mais un jour, son papa est venu me trouver. Il avait, je pense, 7 ans à l'époque. 7 ans, il avait perdu sa maman dans des circonstances assez tragiques. Et puis de voir ce gamin qui aujourd'hui vaut déjà son pesant de cacahuètes, a des contrats avec Nike, etc., c'est assez impressionnant. Et si on fait l'émission dans 4 ans, à mon avis, il sera en équipe nationale. Et tu pourrais dire que tu l'as découvert, quoi. Je ne l'ai pas découvert, hein. C'est que j'ai rencontré son papa très tôt et que je l'ai vu jouer très tôt, mais son talent sautait tellement aux yeux. Si tu avais continué cette carrière d'agent, tu aurais pu être en France, en Espagne et en Belgique. C'est un petit peu ta carrière, toi. Tu as une carrière entre la France, l'Espagne et la Belgique. Comment tu t'es retrouvé à faire des trucs en Espagne? Dis la vérité. Je suis sortie avec un acteur espagnol, ouais. C'est vrai, ça part de là? Je suis sortie avec un acteur espagnol et je suis allée habiter avec lui en Galice pendant quelques années et j'ai rencontré... il était acteur, il travaillait là-bas, donc j'ai rencontré ses collègues. Et puis ses collègues ont commencé à me proposer du travail. Et pareil, tu parlais pas espagnol à ce moment-là. Et du coup, les textes, tu les apprenais en phonétique. Mon premier casting, je l'ai passé, oui. C'était un casting pour une pièce de Shakespeare. Et je l'ai passé en phonétique, en galicien. Enfin, après, j'entendais le galicien depuis quelques années, puisque j'habitais là-bas. Mais oui, je l'ai étudié en phonétique. Tu comprenais ce que tu disais ou pas? Ouais, c'est ça, oui, je comprenais. Moi, j'ai étudié le latin, hein, comme toi, donc j'ai l'habitude, tu vois, d'un peu juste regarder ce que les mots veulent dire et puis me dire, OK, bon, voilà, c'est ça que ça dit, quoi. Et puis, comme ils m'ont pris... Mais ouais, les 2-3 premières semaines, ça a été de la création à l'impro et toute l'équipe était galicienne, quoi. Et ils parlaient en galicien. Et là, j'ai bien ramé, mais là, je peux te dire que ton cerveau se met en route pour... au bout de 3 semaines, quasiment, je parlais. Parce que du coup, au départ, avec ton copain, tu lui parlais quoi, en anglais? On parlait en anglais, ouais, parce qu'on s'était rencontrés en Angleterre. Que de voyage, au final. Hein. Que de voyage. Mais d'ailleurs, quand je vois ta carrière, on t'a vu dans au moins 26 films, une dizaine de pièces de théâtre. Qu'est-ce que tu préfères, être devant la caméra pour faire des séries ou des films, ou tu préfères être sur les planches? C'est des plaisirs hyper différents, je trouve. Je ne suis pas sûre d'avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, moi, personnellement. On a des satisfactions à des endroits totalement différents. Pour les tournages, moi, j'adore, ça paraît peut-être con, mais j'adore regarder le film et voir ce que mes collègues ont fait les jours où j'étais pas là. Avec Baraki, j'adore regarder les épisodes dans lesquels je suis pas. Et puis regarder Pierre et Juju et enfin tous mes collègues, quoi, et me dire, oh, qu'il con. C'est le même projet, mais tu découvres le travail des autres, parce qu'en tournage, c'est tellement un travail collectif énorme. Il y a tellement de gens qui travaillent sur une œuvre audiovisuelle, un film ou une série, qu'il y a un truc d'équipe qui, moi, me semble magnifique, parce que c'est vraiment chacun met son petit morceau. Et c'est assez beau de découvrir a posteriori tout le travail des musiciens. Il n'y a pas un truc perturbant sur les tournages où vous devez parfois tourner la scène 3 de l'épisode 5 juste après la scène 2 de l'épisode 1 parce qu'on est au même endroit, mais dans la chronologie, on ne respecte pas les trucs. Parfois, vous ne dites pas, mais je ne sais même plus ce que je fais, à quel moment, parce que tout est tellement évidemment calculé aussi pour des questions économiques. Oui, c'est une des difficultés du truc, c'est d'arriver à proposer une évolution émotionnelle qui soit crédible, alors qu'en réalité, toi, tu as tourné complètement comme ça. Et ce qui est parfois difficile, c'est que tu tournes avant un truc qui se passe après, et puis après, on va dire, tu tournes la scène 20, et puis avant d'avoir tourné les 19 autres, et puis après, tu joues les 19 autres, et tu te dis, merde, en fait, si j'avais su... Maintenant que j'ai fait le parcours, j'aurais joué la 20 différemment, mais c'est trop tard, c'est fait. Ouais. Et est-ce que tu consommes aussi... qu'est-ce que tu consommes au final en série Qu'est-ce que je consomme? Moi, je consomme des trucs hyper rétro. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me... je vais dire une connerie. Il y a quelque chose qui me détend dans le fait de regarder des trucs qui ont été faits il y a longtemps. Et c'est quoi, les De Funès, les gendarmes, non? Oui, en fait, cette époque-là, mais plutôt, j'ai une culture plus anglophone, donc je suis complètement
Zinzin, des Monty Python. Ah ouais. Les séries, hein, plus que les films, leur série Flying Circus, ça, Ricky Gervais, tout ça. Ricky Gervais, c'est pas si vieux. Et comment t'expliques que t'es moins à fond dans le cinéma francophone? Oh, je pense que ça, c'est juste ma culture, parce que vu que mes parents étaient tous les deux profs de langue germanique, que je vivais très... En fait, je suis très fière de dire que j'étais frontalière avec la Hollande, parce que j'habitais à Juby, qui est vraiment à 15 minutes de Maastricht. Et je pense que j'ai une culture plus germanique, simplement, de par ma famille. C'est pas le côté les anglo-saxons sont meilleurs que nous Ah oui, ça, je pense, mais... Ouais. Non, j'accroche moins avec la culture francophone des Français. Il y a des trucs que j'aime beaucoup, hein, Bakri Jaoui, tout ça. Il y a des gens que j'aime. Et je suis tout à fait capable de reconnaître le talent des Français, mais c'est quelque chose qui me... Parle moins. Ouais. Et pour toi, Thibaut, qu'est-ce qui te parle le plus au final? Parce que t'as fait tellement de trucs. Radio, presse écrite, télé. Où est-ce que tu te sens le mieux? Dans vraiment des émissions en direct, dans l'adrénaline de... ça y est, je vais pas dire qu'on joue sa vie, parce qu'on joue jamais sa vie, mais le côté... oui, c'est parti, la caméra s'allume et on doit tenir l'antenne et il peut arriver à peu près n'importe quoi. Il faut malgré tout réussir à s'en sortir. Ça, moi, j'ai trouvé aucune émotion qui a remplacé ça. Tu l'as un peu à la radio, mais sans la même magie, parce qu'il y a quand même dans la télé toute une mécanique avec plein de gens et plein de personnes qui doivent faire en sorte que ça marche. Alors que la radio, finalement, on est 3 dans un studio, il faut ouvrir les boutons au bon moment, mais il n'y a pas ce côté plus collectif où tout le monde doit être sur sa tâche, calé au même moment pour que ça réussisse. Donc ça, moi, c'est ce qui me fait vivre, quoi, encore aujourd'hui. Et tant que j'ai ça, je pense que je resterai là-dedans. T'étais très Arte plus jeune? Pas tant que ça. J'ai eu la petite phase intello, tu vois, où tu veux plus regarder que des documentaires. Et notamment quand j'étais en littérature, je pouvais me taper 8 heures d'interviews de Jean-Paul Sartre ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai basculé dans une vraie culture populaire télé. Ça m'empêche pas de regarder de temps en temps des trucs plus pointus, mais en fait, j'ai envie de voir tout ce qui se fait. De manger à tous les râteliers sans que ce soit péjoratif, parce que je pense qu'il y a du bon à prendre partout. Et l'angoisse d'être passé à côté d'un truc, ça peut me poursuivre pendant des jours et des jours, de dire « Ah tiens, eux, ils ont peut-être inventé un truc et je ne l'ai pas vu », ou ils ont peut-être trouvé telle façon de construire une émission et je suis passé à côté. Donc j'aime bien tout regarder. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire un quotidien en Belgique? Je pense que c'est difficile. C'est très difficile parce que y a une question de masse critique. En fait, on est un petit pays avec moins d'actualité, moins de personnalité aussi. Je suis pas sûr qu'on aurait la matière pour tenir en quotidienne et les ressources financières aussi pour le faire. Voilà, mais qui ne tente rien à rien. Les patrons de chaîne se sont toujours réfugiés derrière cette excuse pour ne pas l'essayer. Peut-être que ça vaudrait la peine de tenter le coup un jour, sur Pix Plus. Oh, j'adorerais. Si tu prends chroniqueur uniquement. Non, mais tu connais le patron, hein. On va lui suggérer. Justement, le patron, t'en parles. Pour moi, ça va être un peu un mentor dans ce milieu-là de la télé. Est-ce que toi, t'as eu un mentor, quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier? Il y a forcément la première personne qui un jour t'envoie un message, qui reste un mentor. Moi, c'est Georges Wercano, qui était le directeur des magazines à RTL, qui un jour m'envoie un truc par Messenger en disant est-ce qu'on pourrait se voir, et forcément c'est le message qui change un peu la suite, donc il est inoubliable, même si aujourd'hui on ne travaille plus ensemble, même si on ne se voit pas, ça reste marqué à vie, quoi. Un mentor aussi pour toi, Anaël, ou quelqu'un que tu considères comme important dans ta carrière? Le petit copain espagnol? Oh non. Non. Apparemment, il n'y a pas les j'aurais pas dû en parler. Quand on est comédien, un peu, en fait, tous les metteurs en scène, tous les professeurs, tous les collègues sont des mentors, en fait, quelque part. J'ai l'impression, pardon, je suis en train de dire un truc complètement guimauve, mais c'est un peu vrai, en fait, non? Tous les gens qu'on voit, qu'on connaîtra jamais, tous ces acteurs américains,
Mais non, mais c'est vrai, non. Mais du coup, est-ce que toi, tu arrives à regarder un film, une pièce de théâtre en simple spectatrice, en faisant abstraction du côté professionnel, en disant bah, je profite, je m'installe comme tout le monde devant mon canapé, ou tu as toujours envie d'aller piocher des petits trucs chez eux? Ah non, moi je suis vraiment un public dégueulasse. Hein. Ah, c'est vrai? Ah ouais, mais je crois qu'on l'est tous. On voit tout. Bah, une fois que tu es allé sur un tournage, tu vois tout. Tu vois le son, enfin, tu vois l'équipe du tournage. Ça devient vraiment très difficile de retrouver l'innocence du regard. Bah, en tout cas, pour moi, après, j'ai peut-être des collègues qui y arrivent. Mais oui, tu vois. Mais est-ce que le cinéma, c'est un truc qui te passionne ou... Parce que j'ai l'impression qu'il y a ce truc où t'aimes bien ce que tu fais, mais qu'en fait, tes passions, elles sont ailleurs. Bah, je suis pas monopassion, en tout cas. C'est vrai que chez les artistes, il y a parfois des gens qui ont vraiment un amour pour leur métier tellement débordant que ça prend quasi toute la place. Moi, j'ai pas ça. Et tant mieux, parce que, enfin, personnellement, ça me conviendrait pas d'être comme ça. J'ai besoin d'un équilibre dans ma tête. Et du coup, les mésanges de mon jardin sont quasiment au même niveau que les tournages. Ouais. C'est marrant que tu parles de mésanges de ton jardin. Effectivement, la nature, c'est un truc que t'aimes beaucoup. Et t'as eu un petit rôle dans Ennemi public. Où tu joues, raconte-moi un petit peu, tu joues une chasseuse, une femme qui tient une boutique de chasse? Oui, je fais la patronne du magasin chasse et pêche. Du coup, c'est un peu paradoxal le rôle de cette femme qui tient cette boutique de chasse avec qui tu es réellement, non? Mais oui, mais je l'ai pris parce que je me suis dit que j'allais la faire bête comme ses pieds et que ça allait me venger les lapins des chasseurs. Et du coup, c'est quoi la proposition que tu as faite pour ce personnage? Bah, je l'ai joué bête, quoi. J'ai un peu tout joué comme ça, avec un œil un peu fermé, puis un petit peu l'ordre du cerveau. Ah, c'est incroyable comme t'arrives à basculer dans le personnage en 2 secondes. Hein. T'as pas la même coupe de cheveux, on est d'accord? Non, j'ai vraiment... Désolé, on est sur des questions très techniques. J'ai vraiment tout fait pour la faire aussi dégueulasse que possible, quoi. J'ai demandé qu'on me plaque les cheveux, j'ai un grand front. On m'a vraiment plaqué les cheveux, j'ai mis des grosses lunettes. Mais c'est moche parce que les gens de ce magasin, ils étaient là, ils étaient gentils en fait. Hein. Les choses, c'est jamais noir ou blanc. Moi, j'aime pas les chasseurs. Pour leur demander pardon. Mais non, on ne peut pas demander pardon. Bon, allez, autre question un peu random. Vous êtes addict à quoi? Au sport. Ouais. À quel point? Ça va jusqu'où? Oh, je dirais qu'un jour sans sport par semaine, c'est bien, mais au bout de 2, ça va pas. Et alors, je peux aller dans l'intime de l'intime. Si tu veux, vas-y. En fait, comme ton corps s'habitue à transpirer à chaque séance, le jour où tu fais pas de sport, tu passes ta journée aux toilettes. Ah ouais? Ouais. Je demande qu'on enquête là-dessus. Il y a un vrai truc qui se passe physiologiquement. Le jour où tu te prives de ta séance de sport, je te jure, tous les quarts d'heure, je dois aller aux toilettes. Et t'es allé voir un médecin pour ça? Non, je suis pas à ce stade-là, mais donc il se passe un truc déjà bizarre. De m'en parler, c'est comme si ton corps réclamait sa séance ou te rappelait à l'ordre en disant ton corps n'est pas équilibré aujourd'hui. Ah, et c'est né quand cette addiction au sport? Je dirais plus ou moins au décès de ma maman, quand il a fallu... Se canaliser un peu? Ouais, trouver refuge dans quelque chose. Et donc là, j'ai commencé à... D'abord, c'était du vélo, puis ça a été courir tous les jours. Et alors, ça s'est un peu calmé. Quand je dis qu'un jour sans sport, c'est le grand max, on n'en est pas loin, mais je pense que je pourrais me priver de sport une semaine, mais grand maximum. Il y a quand même ce côté, allez, pendant 50 minutes, on va faire autre chose, quoi. Et est-ce que, psychologiquement, quand tu fais pas du sport, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une sensation de manque ou... Psychologiquement, non, je te dis, c'est plus physiologique que psychologique. Mais c'est parce que je sais que le lendemain, je peux y retourner, quoi. Anaëlle, pour toi? Moi, je suis un peu addict mais je sais pas comment appeler ça, à avoir du vide. J'ai besoin d'avoir au moins 1 heure de vide tous les jours. Où il se passe rien? Oui, où je suis assise et je prends les poussières dans mon cerveau. Ça veut dire quoi, ça, je prends les poussières? Je sais pas, je laisse les informations qui sont rentrées dans mon cerveau la veille ou la journée, en fonction de quel moment on est, décanter. Ouais, tu médites, c'est de la digestion mentale, quoi. Oui, c'est de la digestion mentale. Comme on ferait une sieste digestive, toi, tu fais une sieste Oui, je m'assieds, je regarde dans le vide, je regarde les arbres et j'ai besoin d'avoir ça. Et si j'ai pas ça, si j'ai des journées trop chargées où j'ai pas au moins une demi-heure, 1 heure de vide, je sens progressivement qu'au bout de 2-3 jours, mon cerveau commence vraiment à pourrir, quoi.
Il y a un gars pas mal qui avait dit, je crois que c'est Pascal, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir rester assis sur une chaise. Bah, regarde. Et toi, t'es d'accord avec ça ou pas? Parce que j'ai l'impression, en tout cas l'image que tu me renvoies, à part le soir avec les chats, c'est que t'es tout le temps en train de faire des trucs et jamais tu t'arrêtes. Non, ça c'est pas tout à fait vrai. Par contre, c'est vrai que je n'arrive pas trop à déconnecter et c'est un vrai travail à faire. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ta vie, tu le vois au travers du prisme du travail en te disant « mais là, il y a peut-être un élément à aller piocher pour… » ou « ça, ce serait bien qu'on en parle » ou « ça donne telle idée ». La peur de passer à côté d'eux, en fait, ouais, je vois. qui te poursuit un peu. Donc, c'est un peu énergivore, mais en même temps, je pense que j'arrive pas à faire sans. Et c'est pas forcément c'est pas du travail actif, hein. C'est simplement… juste, c'est présent. C'est présent en permanence, quoi. Ouais, c'est comme une petite musique qui est dans ta tête tout le temps. Bon, tout doucement, malheureusement, nos 52 minutes arrivent à leur fin. Ah bah, on va continuer, hein. J'aimerais beaucoup qu'on continue, mais on va malheureusement devoir conclure. Et j'aimerais qu'on conclue avec cette question. Qu'est-ce que vous retenez l'un et de l'autre après cette discussion? Parce que je rappelle que vous ne connaissez pas de base. Bah, qu'on peut apprendre une langue en 3 semaines, déjà, hein, franchement. Pour mes cours d'anglais, ça va m'aider un jour. Et 2, que c'est davantage le goût des autres qui guide que le goût de soi. Et moi, naïvement, j'avais parfois l'impression que les comédiens, les artistes, c'était des gens qui avaient un besoin d'exister. Et, tu sais, t'as des analyses à la 6-4-2 disant il a dû se passer un truc dans leur enfance qui fait qu'ils ont besoin de prendre la lumière ou quoi. Et en fait, je découvre au travers d'Anaël que c'est davantage l'envie de donner aux gens que de se donner à soi qui guide. Et ça, c'est une vraie leçon. C'est beau, c'est presque les larmes aux yeux, j'ai l'impression. Tes yeux brillent. Je suis sorti de mes clichés, là. C'est beau ce qu'il dit. Bon, allez. Et pour toi? Mais moi, ah non, il faut que je dise un truc intelligent. Attends 2 secondes. Que le foot, c'est pas si mal. Oh, non. Moi, je me rends compte qu'on peut être… Mais non, mais ça va être nul. Mais non. Je me rends compte qu'on peut être présentateur télé et être modeste. Mais ça, je le vois de vous deux, en fait. C'est la première fois. J'avais une impression… Mais en fait, c'est un peu similaire, en vrai. J'ai l'impression qu'on avait les mêmes clichés sur le métier l'un de l'autre. Que tu pensais que les comédiens, c'était des gens égocentriques. Et moi, je pensais que les présentateurs télé, c'était des gens égocentriques. Et je vois bien à vous deux qu'en fait, non, vous êtes tous les deux des gentils modestes. C'est vrai, t'es gentil et modeste? J'ai envie de l'être, en tout cas. Sauf quand je parle d'Arsenal en disant que c'est les meilleurs, c'est tout. Si tu peux devenir supportrice du Real, ça m'arrange quand même. Ah, toi, tu sais quoi, le Real de Madrid? Ah, le Real Madrid. Ah oui. On va parler de ça en antenne. Tous les deux, j'aimerais vous remercier d'avoir été avec moi. Ça m'a fait vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à tous les deux. Pour retrouver l'actu de Thibaut et d'Anaël, rendez-vous sur leur compte Instagram, évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Divan 52.